Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine d'interview. Notre invité ce lundi, c'est Olivier Minguin. Bonjour. Bonjour. Président des FDF. Est-ce que 5 ans, c'est la bonne durée de vie pour le nom d'un parti? Bon, je ne sais pas s'il y a une durée de vie, mais pourquoi est-ce qu'on veut changer? On a retrouvé notre pleine autonomie, notre vrai dynamisme. On a réaffirmé toute notre idéologie socio-économique, sociétale. Et il est donc temps de traduire ça dans un nom qui soit en rapport avec les enjeux contemporains, les enjeux actuels. Je vous parle d'une période de 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, vous avez déjà un peu changé l'acronyme. Hein. Oui, oui, le Front démocratique des francophones sont devenus les fédéralistes démocrates francophones. Un petit changement, c'est un lifting qui était insuffisant, qui ne traduit pas le. À l'époque, on était encore au sein d'une autre alliance. Et donc vous étiez allié avec le PRL au sein du mouvement. Voilà, et donc on considère qu'aujourd'hui, oui, on perçoit bien que le parti intéresse beaucoup de gens et on voit qu'il y a de la manifestation de la sympathie. Mais on nous dit, si vous faites cette évolution, on aura encore plus spontanément confiance et on adhérera peut-être plus volontiers. Et donc je crois que le moment est venu en effet de faire cette évolution, de montrer qu'on est un parti qui a une idéologie complète et sans doute très détaché de ces références gauche-droite traditionnelles qui sont un peu d'un autre temps. Voilà, donc il y a eu congrès ce week-end qui a avalisé qu'il y aura un changement de nom. Le nom sera décidé et dévoilé donc à la mi-novembre. Voilà, encore un peu de patience. Je peux imaginer que je peux vous torturer dans tous les sens, ça ne servira à rien. On glose beaucoup sur Libéral Social. Une question quand même, est-ce que ce sera un sigle ou est-ce que ce sera juste un mot? Non, je crois que ce sera un sigle parce que bon, la langue française est riche et il n'est pas simple peut-être toujours de trouver avec un seul mot ce qu'on voudrait synthétiser. Donc je crois que ce sera plutôt un sigle, 3 lettres ou un jeu de lettres, avec pour chaque lettre une signification, évidemment, un mot. Ouais, quand la presse dit il y aura libéral et social dedans. Et un peu de patience. Non, je crois que ça sera plus large que ça. C'est vrai que notre doctrine économique s'inspire du libéralisme social et se fonde sur une conception plus conciliatrice et moins conflictuelle de la société que ce que voudraient imposer certains, mais en même temps, nous avons aussi une identité forte sur le plan de notre conception de l'Europe, sur notre plan de la solidarité, enfin, sur différents sujets, et donc c'est cela que nous exprimerons. Mais l'histoire des FDF, Olivier Minguin, c'est aussi un parti un peu communautaire, en tout cas, qui s'est érigé longtemps comme le défenseur des francophones de Bruxelles et de la périphérie de Bruxelles. C'est un rassemblement toujours de citoyens. Est-ce que vous ne craignez pas justement de perdre cette spécificité et de devenir un parti du centre? Ce sera le CDH sans le côté non, pas du tout. chrétien. Personne n'ignore que dans l'histoire du parti, c'est vrai, on s'est érigé en rebelle face à la volonté d'un nationalisme flamand débridé. Pas contre la Flandre, contre un nationalisme flamand débridé. Mais en même temps, on a toujours été le parti très en avant sur un certain nombre de luttes, en ce compris à Bruxelles. Quand nous avons voulu une région bruxelloise, ce n'était pas une région pour une région, c'était pour qu'enfin les Bruxellois se réapproprient cette ville, la gèrent selon leurs attentes, qu'il y ait une autre manière de vivre la ville, et on a vu que cette évolution s'est faite, mais aujourd'hui encore, il y a des défis comme ceux-là, tant à Bruxelles qu'en Wallonie, c'est cela que nous allons exprimer. Donc nous sommes un parti de citoyens libres et indépendants, j'ai l'habitude de dire, on n'est attaché à aucun lobby. On n'est pas le relais d'un syndicat, d'une mutuelle, d'un groupe de pression. Ouais, mais sur le terrain, ce qui fait, sur l'économie, le social, il y a déjà beaucoup notre de partis. spécificité. Ça, le pluralisme démocratique des débats, oui. Nous faisons peut-être d'autres synthèses et on n'est pas lié à des piliers idéologiques comme le sont les vieux partis belges, toujours attachés à leurs piliers d'origine et qui sont incapables de dépasser cette logique-là. Vous serez le dernier président des FDF alors? Ah oui, à coup sûr. Ouais, et vous serez le premier président du nouveau parti. Et je peux déjà vous dire que c'est vraiment mon dernier mandat. Ça, vous pouvez vraiment l'assurer, voilà. Cette fois-ci. Je peux vous l'assurer, sans problème. 20 ans à la tête des FDF, et donc combien d'années à la tête du nouveau parti? Oh, ça sera 2 ans, tout au plus. Et ça, donc c'est promis, vous oui, passerez la main? Oui, tout à fait. Ça, je peux vous rassurer. Vous rassurer ceux qui sont impatients de... Il y a beaucoup de jeunes pousses, il y a beaucoup de nouvelles figures. Tous ceux-là vont prendre les choses en main. En réalité, c'est vrai. J'aspirais profondément à pouvoir dire que j'accompagnais le parti dans cette évolution et la réussir collectivement. C'est ça qui est finalement ce que je voulais encore réaliser. Qui sera concrétisé dans quelques mois. Alors l'actualité, est-ce qu'il y a des candidats réfugiés à Woluwe-Saint-Lambert? Vous en hébergez? Oui. Oui. Alors nous avions déjà anticipé. Avec le SAMU social, moi j'ai accepté fin de l'année passée, début de cette année, parce que le SAMU social vient occuper un bâtiment qui est propriété de la région, au Guledel.
Et la commune a accompagné formidablement bien. Nous avons, et parmi cette population, 130 personnes, il y a des candidats réfugiés politiques, des sans-abri, des familles. Donc des gens qui sont en attente d'un rendez-vous à l'Office des étrangers dans les prochains jours. Et nous sommes prêts, moi je l'ai dit au Parlement, mais il faut que ça se fasse avec ordre et méthode, à participer à un plan de répartition que le gouvernement doit organiser de manière obligatoire et contrainte. Il faut être clair. Ceux qui ont droit à être accueillis comme candidats réfugiés et comme futurs réfugiés doivent l'être dans de bonnes conditions. Ceux qui ne pourront pas rester parce qu'ils ne sont pas dans les conditions devront repartir. La loi est la loi. Ouais, il va falloir démanteler le parc Maximilien. Tout le monde est assez d'accord là-dessus. Enfin, on voit bien que c'est inéluctable. La difficulté, c'est de trouver des lieux aménageables. Est-ce que le fédéral va trouver... vous dites, moi je suis prêt à participer à un plan de répartition. Il y a des lieux qui existent à Bruxelles? Je reprends l'exemple de Woluwe-Saint-Lambert. Le bâtiment qui était là, c'était un bâtiment purement administratif, comme le WTC. Le SAMU social est venu me voir. Ils m'ont dit, on a des problèmes d'équipement. Nous avons des équipes. J'ai dit, je mets du personnel communal, une équipe d'ouvriers, tous les corps de métier. Et en quelques jours, on a fait le travail d'adaptation, de mettre des sanitaires, des douches, tout ça est possible. Quelques jours. Qu'on me dise, oui, bien ça veut dire qu'au WTC, on a joué la montre. En 10 jours, c'était fait chez nous, même pas. En une petite semaine. Et qu'on ne me dise pas qu'à la régie des bâtiments ou dans une autre administration publique, il n'y a pas la capacité de se mobiliser pour ça. Tout ça est une mauvaise comédie, tout ça nourrit des rancœurs, tout ça donne le sentiment. Alors, on voit bien les petites phrases, ils sont pas les gens, les candidats réfugiés n'acceptent même pas d'être logés dans de tels bâtiments. Allez, un peu de bonne foi de part et d'autre, et on ira au concret et à l'humain. Et c'est le fédéral qui doit passer la vitesse supérieure pour offrir des places de logement? Oui, c'est le fédéral, la ville de Bruxelles ou la région? C'est le fédéral qui doit faire ce plan de répartition. Quand je dis à M. Franken, la loi vous offre la possibilité de faire un plan de répartition. Ce que l'Europe va faire entre les États, ou ce que les États doivent accepter, c'est pas gagné. Mais en Belgique, il faut le faire. Il faut que chacun assume sa part, et ça sera finalement, je ne dis pas insignifiant quant au nombre, mais ça ne sera quand même pas non plus l'invasion. Cessons de faire croire. L'Allemagne est en train de faire un effort considérable, proportionnellement bien plus que ce que nous ferons. Mais l'Allemagne, qui justement ferme ses frontières depuis hier soir, ça indique bien quand même que le dossier n'est pas si simple que ça. Oui, mais et ça, que je comprends que l'Allemagne dise à un moment donné, la solidarité européenne doit jouer. Nous ne sommes pas seuls, même si c'est l'État le plus riche ou le plus puissant à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Mais il ne faudrait pas évidemment que chaque État ait le même réflexe, fermer ses frontières. Et ça, justement, on va faire promener les gens d'un pays à l'autre. C'est l'effet domino. Théo Franken, ce matin, sur la VRT, il dit déjà qu'il envisage, lui, de fermer les frontières. Vous serez d'accord avec lui ou pas? Espérons, non, je ne le souhaite pas. Espérons qu'il y ait une coordination européenne et qu'on n'entre pas dans une logique d'exclusion où chacun se renvoie à un certain nombre de candidats réfugiés. Si maintenant, il y a aussi d'autres choses à organiser, notamment dans les pays de premier accueil que sont la Turquie, la Jordanie. Là, il y a aussi des efforts importants à faire en termes d'accompagnement et peut-être ce que se propose de faire l'Union européenne, de sélection sur place de ceux qui peuvent être admis comme candidats réfugiés politiques pour ne pas faire naître de faux espoirs. Imaginons que les personnes qui sont actuellement au parc Maximilien ne veuillent pas partir. On fait intervenir la police ou pas? Alors, il faut dialoguer, mais je n'imagine pas un seul instant qu'il y en ait beaucoup qui souhaitent rester sous la pluie, avec un seul boueux, pour lieu d'hébergement. Ce n'est pas vrai. L'immense majorité. Il y aura peut-être un petit noyau, on verra bien, qu'il faudra convaincre de déplacer. Mais ce n'est pas des conditions d'hygiène de vie. D'ailleurs, l'association Médecins du Monde qui est sur place dit attention, l'état de santé se dégrade. Alors, une question Twitter pour vous. Votre commune, donc je rappelle que c'est Woluwe-Saint-Lambert, est lourdement survolée. Le moratoire est inexistant. Qu'est-ce que vous faites? Très bien, c'est exact. On dit d'ailleurs avec humour à Woluwe-Saint-Lambert, sur un air de chanson bien connue, non, rien n'a changé, tout a continué avec Jacqueline Galland. C'est vrai que la commune est durement survolée. Alors, non seulement nous faisons une campagne en faveur de l'interdiction des vols de nuit, parce que ce sont les plus perturbants. On a vu des grandes banderoles sur le bâtiment communal. Oui, et la population adhère très bien à cette démarche. Et nous attendons le feu vert de la région quant aux résultats des sonomètres qui ont été placés à différents lieux, et on a obtenu que des sonomètres soient placés, en tout cas sur les routes aériennes qui survolent Woluwe-Saint-Lambert, pour qu'on puisse intenter de nouvelles actions en justice, mais il faut le faire à bon escient, avec une certitude de résultats positifs, donc il faut un peu objectiver. La région bruxelloise annonce, par la voix de Céline Frémaux, qu'elle envisage de nouvelles actions en cessation environnementale. Ça suffit? Nous serons partie prenante à ces actions, oui, parce que si elle aboutit, ça a un effet rapide et immédiat, ce genre d'action. Est-ce qu'il y a une vraie unanimité dans la majorité bruxelloise sur cette question-là? Je vous pose cette question parce qu'à chaque fois qu'on en parle avec un élu ou un ministre néerlandophone, la première chose qui revient dans le discours, c'est oui, mais attention, il faut préserver l'intérêt économique que représente l'aéroport. Alors,
cessons cette fausse confrontation entre intérêt économique et protection des habitants, de leur santé et de leur environnement. Il y a beaucoup d'aéroports en Europe et dans le monde qui n'ont pas de vol de nuit, ils ne sont pas menacés dans leur activité économique. Il y a beaucoup d'aéroports qui évitent certains types de clientèle ou en tout cas de fret et de cargo parce qu'on sait que ce sont les avions les plus bruyants. Ils ne sont pas pour autant menacés. L'aéroport de Bruxelles National a une vocation d'être un aéroport de desserte d'un grand centre urbain et européen. C'est ça sa première mission. Donc, il y a moyen de concilier. Il y a moyen de concilier une activité soutenue à l'aéroport de Bruxelles National sans pour autant y amener ce que fait malheureusement Mme Galland, la concurrence d'un aéroport par rapport à Liège, alors que Liège est spécialisé dans le fret, c'est tout simplement des intérêts économiques. Alors la création d'emplois pour la Flandre et toujours les inconvénients pour Bruxelles et la part d'emploi éventuellement pour la Wallonie, ce n'est pas notre choix. Alors, il nous reste 2 minutes. Première question, le plan de stationnement. Il paraît que vous avez eu un petit peu de friction avec le ministre Pascal Smet. Oui, je lui ai dit... Est-ce que la commune va abandonner des prérogatives au profit de la région dans ce fameux plan de stationnement? Oui, bien entendu qu'il faut une coordination régionale. Et j'étais un des tout premiers à dire devant la conférence des bourgmestres, le plan qu'on vous propose, on n'est pas dans une logique d'affrontement. Mais il faut aussi que Pascal Smet, qui a accepté, lorsqu'il est venu la première fois à la conférence des bourgmestres, de travailler davantage avec les communes qui ne l'avaient fait par le passé, ou que Mme Groez ne l'avait fait pas dans le passé, concrétise cet engagement et laisse aux communes, c'est tout ce qu'on demande, unification des tarifs, régime horaire, tout ça, compétences régionales, définition des quartiers, des zones de validité des cartes d'habitants, qu'on laisse faire les communes, elles connaissent nettement mieux la réalité de terrain. Est-ce que vous aimez les gaufres? À titre personnel, j'en mange parfois, mais point trop. Il faut prendre exemple là sur Ward de Wever qui a bien fait de renoncer à ses gaufres. Regardez comme il a retrouvé de la ligne et il fait à nouveau du sport. Il fait comme moi de la course à pied. Ouais, je vous pose cette question parce que la commune a décidé d'interdire les marchands ambulants aux abords des écoles. C'est pas tout à fait comme ça. Ouais. C'est une décision qui remonte au printemps, on l'applique maintenant? Non. On a eu un débat en conseil communal, plusieurs voix se sont exprimées, des associations de parents nous ont dit faites en sorte que la tentation ne soit pas tout à fait à la sortie des écoles. Dans nos cantines scolaires, comme dans les établissements scolaires communaux, on évite la vente des sucreries, de tous ces produits qui ne sont pas très... Donc il n'y a plus de machine à crasse, comme on dit vulgairement dans les écoles communales. Bon, même les machines à boules, pour dire les choses franchement, mais fondamentalement... on peut un peu éloigner. Et puis c'est surtout aussi le fait qu'un certain nombre de ces commerçants ambulants, ils entraient carrément dans la cour de récréation ou dans l'allée qui conduisait à l'école. Donc ça, c'est faire respecter le code de la route, un peu de distance. Et c'est pour toutes les écoles qui sont sur le territoire de la commune, ça concernera sans doute. Alors, on va le faire par négociation. Moi, je ne suis jamais pour la contrainte, je ne suis jamais pour dire on va vous envoyer la police, et ainsi de suite, tout ça est stupide. C'est tout simplement faire comprendre qu'il y a le code de la route, qu'il y a le respect dû aux familles, que les parents doivent avoir le choix, et puis chacun fait ses choix aussi, hein, responsabilité des parents. Merci Olivier Minguen d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Pascal Smet qui sera avec nous dans cette émission. À demain. Merci.